Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une promesse assez folle en fait. L'idée qu'on pourrait comprendre 60% des conversations en français avec seulement 100 mots. C'est une affirmation qui a de quoi faire rêver, c'est sûr. Oui, ou rendre un peu sceptique. On a des extraits d'un document, 100 mots pour ouvrir les portes du français courant, qui avance ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de creuser un peu pour voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une méthode miracle ou juste une approche plus intelligente? C'est une promesse audacieuse, c'est vrai. Et je pense que la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas un raccourci magique. Ah, ce serait trop simple. Exactement. On n'apprend pas 100 mots et d'un coup le français devient limpide. Le texte propose plutôt un vrai changement de perspective. On laisse tomber l'idée d'accumuler des milliers de mots, on se concentre sur la construction d'un noyau. Le document parle d'un réseau vivant de mots. J'aime bien cette image, un réseau vivant. C'est plus parlant qu'une liste de vocabulaire. Tout à fait. L'objectif, c'est pas la quantité, c'est la connexion et la confiance. C'est vraiment de passer d'un statut d'étudiant passif qui a peur à un utilisateur actif de la langue. D'accord. Alors, plongeons dans cette philosophie. Le texte utilise des images très fortes. On se voit presque commander un café à Paris ou bavarder dans un village de Provence. On a l'impression que le but, c'est moins d'apprendre le français que d'apprendre à vivre en français. C'est tout à fait ça. La philosophie de base, c'est de dédramatiser. Oui, parce que c'est intimidant une nouvelle langue. Complètement. Combien de gens abandonnent parce qu'ils se sentent noyés? La grammaire, les conjugaisons, le vocabulaire qui n'en finit pas, c'est paralysant. Là, on prend le problème à l'envers. On dit « oubliez la montagne pour l'instant. Concentrons-nous sur les 100 pierres les plus solides. » Celles qui permettent de construire un abri tout de suite. Voilà. Et le document insiste bien, ces mots ont été éprouvés dans la réalité quotidienne. Dans les transports, au marché... Pour demander son chemin, les vraies situations, quoi. Donc le but, c'est de rendre l'apprenant autonome très vite pour qu'il ait des petites victoires qui le motivent à continuer. C'est exactement ça. C'est une spirale vertueuse. Chaque petite interaction réussie renforce la confiance. Et ça aide à surmonter ce que le texte appelle la peur de l'erreur. Un obstacle énorme pour beaucoup de monde. Oui, parce qu'en maîtrisant un petit nombre d'outils très polyvalents, on réduit les chances de se sentir complètement perdu. On sait qu'on a de quoi se débrouiller. Et ça, psychologiquement, ça change tout. D'accord, la logique est claire. Mais parmi ces outils, il y en a qui m'ont vraiment interpellée. C'est l'importance presque démesurée qu'on donne aux mots de politesse. Le document qualifie « bonjour » de « sésame social ». Honnêtement, ça peut paraître un peu basique, non? C'est le premier mot qu'on apprend. C'est une excellente question. Et ça touche au cœur de la différence entre connaître un mot et comprendre une culture. Pour un francophone, dire bonjour, c'est automatique, on n'y pense même plus. Mais le document explique que pour un étranger, oublier ce mot, ça peut court-circuiter la conversation avant même qu'elle commence. À ce point. Oui. Ce n'est pas juste une salutation, c'est un signal d'ouverture. Le texte dit qu'une demande sans ce mot, même si elle est parfaite grammaticalement, peut être perçue comme brutale, presque agressive. C'est comme essayer d'ouvrir une porte sans frapper, en fait. C'est l'analogie parfaite. Voilà. Bonjour, merci, s'il vous plaît, excusez-moi. Ce n'est pas optionnel. Le document les décrit comme le tissu invisible du respect mutuel. C'est un code. D'accord. En utilisant ce code, on ne dit pas juste « bonjour », on dit « je comprends vos règles, je vous respecte ». Et là, la réaction de l'interlocuteur français change du tout au tout. La porte s'ouvre. C'est fascinant. Du coup, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des clés qui déverrouillent l'interaction. C'est pour ça que ce sont des piliers. Ils ne transmettent pas d'informations, mais ils rendent la transmission d'informations possible. Alors, si la politesse est le lubrifiant social, il faut quand même les pièces du moteur. De quoi sont faits ces 100 mots? J'imagine que ce n'est pas une liste au hasard. Absolument pas. Et c'est là que la méthode devient vraiment stratégique. Les mots sont organisés en catégories fonctionnelles. D'accord. Il y a les briques de base, bien sûr, les pronoms, je, vous, les articles. Rien de nouveau là-dedans. Mais ensuite, ça devient plus malin. C'est-à-dire? Par exemple, les marqueurs temporels. Maintenant, après, demain, hier. Ah oui. Rien qu'avec ces 4 mots, on peut situer n'importe quelle action dans le temps. On passe d'une communication statique à une communication dynamique. Et puis, il y a les connecteurs logiques. Mais, donc, parce que... Ça, c'est des super pouvoirs. Exactement.
Il transforme deux idées simples en un raisonnement. Je suis fatigué et je vais dormir, ce sont deux phrases. Mais je suis fatigué, donc je vais dormir, c'est une pensée articulée. Je vois. On ne se contente pas de nommer des choses, on relie des idées. Et pour les verbes, on se concentre sur les plus utiles, j'imagine? Oui, une poignée de verbes ultra polyvalents. Aller, venir, prendre, donner. Voir, dire? Pouvoir, vouloir. Avec ça, on couvre énormément de situations. Pensez-y. Je veux prendre le bus pour aller voir le musée. On a presque tout ce qu'il faut. C'est vrai. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la liste évolue. Le texte cite des mots comme application ou télécharger. Ah, donc ce n'est pas une liste figée dans les années 80. Voilà, elle est vivante. Elle s'adapte à la réalité d'aujourd'hui. Et il y a aussi un point sur la négation, le fameux ne pas. Le document dit que c'est un pilier à maîtriser tout de suite. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est très astucieux de l'intégrer si tôt. Cette structure en deux parties qui enveloppe le verbe, Comme dans « je ne comprends pas c'est ça. C'est souvent une étrangeté pour les apprenants. En la présentant comme un bloc essentiel, au même niveau que bonjour, on la démystifie. On donne une clé de la structure de la phrase française dès le début. ». D'accord, la sélection des mots est stratégique. Mais bon, j'ai appris des listes de mots pendant des années à l'école et ça ne m'a pas empêché d'être incapable de formuler une phrase correcte face à un vrai français. Qu'est-ce que cette méthode propose pour éviter ça? C'est le point suivant, et c'est peut-être le plus important. La méthode d'activation. Le document insiste sur ce qu'il appelle le glissement de la mémorisation passive à l'activation immédiate. L'idée, c'est de ne jamais apprendre un mot de façon isolée. D'accord, donnez-moi un exemple concret du texte. L'exemple du mot supermarché est parfait. La méthode classique, c'est la fiche supermarché égale supermarket. Oui, Ici, non. On apprend directement la phrase outil. Où est le supermarché? Le mot est tout de suite dans un contexte utile. Une brique de conversation prête à l'emploi. je vois. Un autre exemple que je trouve génial, c'est celui du mot froid. Au lieu de l'apprendre seul, on l'associe tout de suite à la structure j'ai froid. Bah oui, ce qui est déroutant pour un anglophone qui dirait I am cold. C'est subtil, mais ça change tout. On n'apprend pas un mot, on apprend une façon de penser, un réflexe linguistique. C'est exactement ça. Le but est de créer des connexions neuronales durables, comme le dit le texte. En apprenant des schémas de phrases, des automatismes, on contourne le processus lent de chercher le mot, puis la grammaire, puis la conjugaison. Et on a déjà un mini-programme qui tourne. Voilà. Le document illustre ça avec le mot « combien », en le pratiquant dans plusieurs contextes. C'est combien pour un prix, on est combien pour une réservation. Ce seul mot devient incroyablement flexible et puissant. En préparant cette discussion, un autre élément de la liste m'a vraiment surprise. Dans ce top 100, on trouve des mots comme content, triste, fatigué, pressé. Spontanément, je me serais dit que c'était moins prioritaire que gare ou billet. C'est une remarque très juste. Et ça révèle une autre dimension de cette philosophie. Le document les appelle des ponts relationnels. Des ponts relationnels? Il part du principe que la communication, ce n'est jamais purement transactionnel. C'est aussi, et surtout, humain. Apprendre une langue, ce n'est pas juste commander à manger. C'est entrer en contact avec d'autres personnes. Donc, savoir dire « je suis fatigué », c'est aussi important que de savoir demander son chemin. D'une certaine manière, oui. Savoir exprimer un état simple, ça permet de se rendre plus humain, plus accessible. Mais ça va plus loin. Reconnaître l'état de l'autre, c'est un signe de considération. Dire à quelqu'un « vous avez l'air fatigué », ce n'est pas juste une observation. C'est un geste d'empathie. Oui. Et ça peut changer toute la dynamique. Ça montre qu'on ne voit pas l'autre comme un simple distributeur d'informations. C'est vrai que ça fait passer l'apprenant d'un statut de touriste qui essaie de survivre à celui de participant à une vraie interaction sociale. Précisément, on passe de la survie à la connexion. C'est une forme d'intelligence émotionnelle appliquée à l'apprentissage. Et c'est souvent ce qui manque dans les méthodes plus académiques. D'accord, je commence à avoir une image beaucoup plus claire. La politesse pour ouvrir la porte, les mots-outils pour construire, l'activation en contexte pour créer des réflexes et les mots d'émotion pour créer du lien. On dirait que tout ça mène à un grand principe. Et ce principe, il est martelé à la fin du document. Prioriser l'utilité sur l'exhaustivité. C'est la clé de voûte de tout le système. Le texte donne un exemple qui, je trouve, résume tout. Il est infiniment plus utile de maîtriser les mots « problème »,« solution » et « aide ». Que de connaître les noms de 50 animaux différents. Exactement. Ça paraît évident dit comme ça, mais je me souviens de listes entières de vocabulaire sur les animaux de la ferme dont je ne me sers jamais. Voilà.
Ces 3 mots, problème, solution, aide, c'est un kit de survie universel. J'ai un problème. Quelle est la solution? Pouvez-vous m'aider? L'objectif final, c'est l'autonomie. Le français est vu comme un outil pratique. Ces 100 mots, c'est la boîte à outils de base. Elle n'est pas énorme, mais chaque outil est multifonction et fiable. On ne promet pas de pouvoir débattre de philosophie. Non, mais on promet de pouvoir comprendre une annonce dans le métro, de lire un menu sans paniquer, de répondre à une question simple dans la rue avec confiance. Et on en revient à cette idée de petites victoires qui nourrissent la motivation. C'est ce passage de la survie à la vie en français. C'est ça. Le document conclut en disant que cette approche rend l'apprentissage non seulement efficace, mais aussi profondément gratifiant. Ce sentiment de compétence, même limitée, c'est le meilleur carburant qui soit. Donc si on résume, l'efficacité de cette méthode ne vient pas du chiffre 100. Elle vient d'une approche globale, une sélection ultra stratégique, une méthode d'activation qui crée des réflexes et une compréhension que la langue est un outil social, culturel et émotionnel, bien avant d'être un sujet d'étude. C'est une synthèse parfaite. Et si on voulait pousser la réflexion un peu plus loin, en s'inspirant de l'esprit du document, il y a une dernière idée. Ah oui, Le texte qualifie ces 100 mots de tremplin. La question fascinante, une fois ce noyau maîtrisé, ce n'est pas seulement quels mots apprendre ensuite, c'est comment les choisir. Si ces 100 mots sont le tronc commun, le français universel, quel serait le tout premier mot qu'on ajouterait pour créer sa propre branche? Un mot lié à sa passion, à son métier. pour construire un vocabulaire qui nous ressemble. Exactement. Comment ce noyau, l'essentiel, peut-il devenir la base pour construire un vocabulaire qui n'est plus seulement fonctionnel, mais qui devient une expression de qui l'on est? C'est peut-être ça la vraie porte que ces 100 mots ouvrent. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi un peu particulier. On a sur la table une liste de 20 mots français tirés d'un document qui s'appelle Essential French Lexicon, 20 mots qui, à première vue, semblent d'une simplicité enfantine. Bonjour, merci, oui, non. On pourrait se dire que, en 5 minutes, on a fait le tour. Mais notre mission, aujourd'hui, c'est de voir si, en creusant un peu, ces mots ne cacheraient pas une sorte de code secret de la culture et de la conversation en France. On va essayer de voir la mécanique qui se cache derrière. Et pour commencer, l'exemple qui m'a tout de suite interpellé, c'est celui sur le mot « bonjour ». La source note « Nous disons bonjour en entrant dans un magasin en France ». Pour beaucoup de cultures, c'est assez surprenant. Ce n'est pas juste une salutation, c'est presque un billet d'entrée, un rituel. C'est une excellente porte d'entrée, parce que c'est exactement ça. Ces 20 mots, ce n'est pas juste une liste de vocabulaire. Ce sont des outils, des clés. Chaque mot ouvre une porte différente. La politesse, la question, le temps. Et ce qui va nous intéresser, je pense, ce sont justement les nuances, les petites subtilités que les exemples révèlent. C'est là que tout se joue, en fait. Alors, allons-y. Commençons par le b.a.-ba, les mots qui sont le socle de la politesse. Bonjour, merci, s'il vous plaît, excusez-moi, pardon et d'accord. On a déjà un peu parlé de bonjour comme rituel, mais pour merci, ce qui m'a frappé, c'est la gradation. On a le simple merci, puis un merci beaucoup, et même un je vous remercie sincèrement. On a l'impression que la gratitude en français, c'est une sorte de curseur qu'il faut savoir régler très précisément. C'est une très bonne image, celle du curseur. Ça montre que la langue, elle cherche à s'adapter au poids du service qui a été rendu ou du cadeau. Un petit merci rapide pour quelqu'un qui vous tient la porte, un merci beaucoup pour une aide plus importante, et puis ce « je vous remercie » qui est plus formel, qui installe une distance respectueuse. C'est une cartographie très fine des relations sociales. Et on retrouve cette idée de précision avec « s'il vous plaît ». La source montre bien les deux usages. Il y a le plus évident, un café s'il vous plaît pour demander quelque chose, mais l'autre usage, répéter s'il vous plaît, est plus subtil. Là, ce n'est plus une demande de service. Non, c'est une demande de réparation de la conversation. C'est ça. Exactement. Dans le premier cas, on demande un objet. Dans le second, on demande une clarification. Le mot sert à huiler la mécanique de la communication elle-même, pour s'assurer qu'on reste bien connecté à l'autre. C'est un outil de maintenance, en quelque sorte. Bon. Là où ça se corse un peu pour moi, c'est avec le duo « excusez-moi » et « pardon ». J'ai l'impression qu'on peut les utiliser un peu au hasard, mais les exemples semblent dire le contraire.
la distinction est vraiment si claire que ça. Parfois, on entend des gens dire pardon pour attirer l'attention, non? C'est une excellente question, parce que vous mettez le doigt sur la frontière qui est parfois un peu poreuse entre les mots. Mais les sources nous donnent une clé de lecture très utile. Il faut voir ça comme ça. Excusez-moi est proactif. Il anticipe une gêne potentielle. L'exemple « Excusez-moi, où se trouve la gare ?» est parfait pour ça. Vous demandez la permission d'entrer dans l'espace de quelqu'un, de l'interrompre. C'est comme frapper à la porte. D'accord, donc excusez-moi, c'est pour demander la permission d'interrompre. Tandis que « pardon », lui, est le plus souvent réactif. Il répare une gêne qui a déjà eu lieu. Pardon, je ne voulais pas vous bousculer. L'accrochage a eu lieu, le mot vient réparer la petite infraction. Et quand on dit pardon parce qu'on n'a pas compris, c'est la même logique. Il y a une rupture et pardon demande à la réparer. C'est une nuance subtile, mais qui peut vous valoir un regard noir dans le métro. Bousculer quelqu'un et lancer un « excusez-moi », ça peut sonner un peu froid. Le pardon spontané est souvent bien plus efficace. Ah oui, c'est beaucoup plus clair vu comme ça. C'est la prévention contre la réparation. Et pour finir ce tour de la politesse, on a « d'accord ». C'est un mot que j'aime beaucoup. Il est simple, mais il semble faire bien plus que juste dire « oui ». Ah, bien plus, c'est un mot de synchronisation. Oui peut être une simple réponse. D'accord, ça valide un accord, un plan, une compréhension mutuelle. Dans « d'accord, à demain alors », on ne dit pas juste « oui », on dit « j'ai bien reçu l'info, je la valide et nous sommes alignés pour la suite ». C'est le mot qui permet de conclure une étape et de passer à la suivante en étant sûr que tout le monde est dans le même train. C'est fascinant. Vraiment de voir comment ces mots de politesse gèrent l'espace social. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est de retrouver une complexité similaire dans des mots qu'on utilise des centaines de fois par jour sans y penser. Oui, non, bien, mal. On pourrait croire que oui et non sont juste des interrupteurs, on-off. Et ce serait une erreur. Ce sont rarement des mots purs. Ils sont presque toujours accompagnés, nuancés. C'est exactement ça. C'est ce que les sources montrent. Oui, un peu, pour nuancer. Non, merci, pour adoucir un refus. On ne claque jamais la porte. Mais l'exemple qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est « ce n'est pas possible ». Non. Le non est à la fin et il ne nie rien du tout. Au contraire, il cherche la confirmation. C'est d'une finesse incroyable. C'est une des grandes subtilités du français parlé, ça. Ce non final transforme une affirmation en question rhétorique. Il invite l'autre à partager votre étonnement. Et cette richesse, on la retrouve puissance 10 avec bien et mal. Prenez bien dans vous parlez très bien français, c'est un adverbe, facile. Mais que veut-il dire dans c'est bien ce que je pensais? Là, c'est différent. Il ne qualifie pas une action. C'est comme s'il disait « c'est exactement ce que je pensais ». Il confirme. Précisément. Il passe d'un jugement de valeur à un outil de validation logique. Il ne dit pas si la pensée est bonne ou mauvaise, il dit qu'elle correspond à la réalité. C'est ce qui le rend si flexible. Et son contraire, mal, est tout aussi intéressant. La source montre bien sa double nature. Oui, il y a le côté physique, j'ai mal à la tête, et puis il y a le côté performance, l'erreur. Comme dans « il a mal répondu à la question ». Et ce qui est formidable, c'est que la source ne s'arrête pas là. Juste après, elle ajoute la phrase qui suit souvent. « Ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs ». C'est génial, parce que ça nous montre non seulement le mot « mal », mais aussi la stratégie sociale qui va avec, pour gérer l'erreur, la dédramatiser. Ah, donc la source nous donne le mot et le service après-vente social qui va avec. C'est brillant. Bon, on a vu comment être poli, comment affirmer et nuancer. Il est temps d'ouvrir la conversation, d'aller chercher l'information. On arrive au mot interrogatif. Et personnellement, c'est là que je trouve la langue révèle toute sa puissance. Combien, où, quand, pourquoi, comment. Le kit de survie de l'enquêteur. Exactement. Ce qui est frappant avec combien, c'est sa polyvalence. Un seul mot pour demander un prix, combien coûte ce livre, une quantité, combien de personnes, une durée, combien de temps. C'est un passe-partout. Et le trio où, quand, pourquoi, c'est la base pour comprendre n'importe quelle situation. L'espace, le temps et la cause. Et au centre de tout ça, il y a comment, qui est peut-être le plus riche de tous. On connaît tous le comment allez-vous, qui est plus un rituel qu'une vraie question, mais ces autres usages sont beaucoup plus profonds. Comme dans comment prépare-t-on ce plat?
Voilà, là on ne demande pas une information factuelle, on demande un processus, une recette, un mode d'emploi. On veut comprendre le comment ça marche. Et quand on demande comment s'appelle cette rue, on demande une identité. Si pourquoi cherche la cause, comment s'intéresse au mécanisme. Ces 5 mots ensemble sont la boîte à outils pour passer d'une conversation de surface à une vraie exploration du monde. C'est une excellente perspective. Une fois qu'on a posé nos questions, obtenu nos réponses, il faut bien se repérer, ce qui nous amène tout naturellement au dernier groupe de mots, les coordonnées GPS de la langue, maintenant, après, avant, ici et là. Les mots qui nous donnent une place dans l'univers, en quelque sorte. C'est exactement ça. Pour le temps, les sources opposent bien le maintenant, qui fixe l'action dans le présent, à après et avant, qui permettent de construire un récit. Après le travail, avant de partir. Ce sont les briques de la chronologie. J'ai noté aussi que les exemples vont plus loin avec après-demain ou avant-hier. Et on retrouve une distinction tout aussi fondamentale, et peut-être encore plus subtile, avec la paire spatiale ici et là. Ici est très simple, très concret. Il désigne le point exact où se trouve la personne qui parle. Restez ici. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est un pointage direct. Et là serait donc plus vague. J'ai toujours eu l'impression que c'était le mot un peu fourre-tout pour tout ce qui n'est pas ici. Flexible est un meilleur mot que vague. C'est sa grande force. Il peut désigner un endroit très proche, mais distant. Posez vos affaires là, sur la chaise. Il peut aussi, avec là-bas, désigner un point lointain. Regardez là-bas. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est son usage abstrait. L'exemple de la source est magnifique. Je vais aller là où personne ne me connaît. Cela ne correspond à aucun point sur une carte. C'est un lieu conceptuel, un ailleurs. Attendez, ça c'est incroyable. Donc le même mot peut vouloir dire « sur la chaise », à côté de moi, et dans un endroit imaginaire et lointain. Exactement. C'est tout le génie de ce petit mot. Il gère à la fois le concret le plus proche et l'abstrait le plus lointain. Comprendre la différence entre le « ici », toujours ancré sur le locuteur, et le « là », qui peut voyager dans l'espace et dans l'esprit, c'est comprendre une dimension essentielle de la langue. Alors, au final, quelle est la grande conclusion de tout ça? On est parti d'une simple liste de 20 mots et on se retrouve avec des stratégies sociales, des outils logiques, des coordonnées GPS. On se rend compte que ce n'est pas du tout une liste à mémoriser. C'est un système, un kit de démarrage complet pour interagir avec le monde. C'est la grammaire invisible de la vie de tous les jours. Je ne l'aurais pas mieux dit. L'analyse de ces exemples nous a montré que la simplicité n'est qu'une apparence. Derrière chaque mot se cache une profondeur insoupçonnée, des règles d'usage qui ne sont écrites dans aucun manuel de grammaire, mais que tout le monde maîtrise. Ce ne sont pas des briques isolées, ce sont les engrenages d'une mécanique conversationnelle incroyablement bien huilée. Et on a réussi notre mission, on a trouvé quelques-uns des secrets de ce code. Je crois bien. Mais si je peux me permettre une dernière pensée, notre exploration s'est basée sur des sources écrites, des exemples à plat. Ça nous a permis de voir la structure, la logique. Mais ça soulève une autre question, qui est peut-être l'étape suivante. Comment l'intonation transforme absolument tout? Pensez à un oui qui traîne, plein d'hésitation, un non qui monte et qui exprime la surprise totale, ou un pardon très sec, qui n'est plus une question mais un reproche. La même syllabe, juste avec la musique de la voix, peut exprimer l'accord, le doute, le choc ou l'agressivité. Et ça, c'est toute une dimension qui n'est pas sur le papier, mais qui est le véritable cœur de la langue parlée. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a l'air comme ça d'une simplicité enfantine, 10 mots français. 10 mots, oui. Mais attention, on ne va pas faire un cours de vocabulaire. Notre mission, c'est de décrypter, en quelque sorte, le code source des interactions sociales en France. On a mis la main sur des extraits d'un lexique de l'étiquette française, et franchement, ce qu'il révèle est fascinant. Ces mots ne sont pas que des outils, ce sont de vraies clés. C'est exactement ça. Des clés qui ouvrent ou qui ferment les portes. Voilà, qui apaisent les tensions ou au contraire, qui peuvent les créer. On va explorer ça ensemble, en commençant par le tout premier mot qu'on apprend, et qui est en réalité le plus complexe. Bonjour. C'est l'approche parfaite. Parce que ces mots, il faut vraiment les voir comme des Legos. Séparément, ils ont l'air simples. Mais ensemble, ils construisent toute l'architecture de nos relations. J'adore l'image des Legos.
Et si on ne comprend pas leur vraie fonction, c'est un peu comme essayer de construire un château sans la notice. Ça risque de s'effondrer très vite. C'est tellement vrai. Alors, ce premier Lego, la pièce de fondation, c'est « Bonjour ». Et j'avoue, ce que nos sources en disent m'a bluffé. Ce n'est pas juste « Hello ». Ah non, loin de là. C'est décrit comme la signature d'un contrat de respect mutuel. En gros, avant même de demander quoi que ce soit, on doit d'abord reconnaître l'autre comme un être humain. L'exemple donné est frappant. Celui de la boulangerie? Oui, un touriste entre et dit « Je voudrais un croissant ». Il risque de se faire servir très froidement, voire d'être ignoré. Et ce n'est même pas de la méchanceté de la part du boulanger. C'est une réaction quasi pavlovienne à une rupture de contrat. En oubliant le bonjour, la personne a signalé « Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un distributeur ». C'est perçu comme une agression, en fait. Même inconsciemment, oui. Le bonjour, c'est la poignée de main verbale obligatoire. C'est la porte d'entrée. C'est dire « Je vous vois, je vous reconnais, est-ce qu'on peut interagir maintenant ?» Sans ça, la conversation commence dans le rouge. C'est fou de penser qu'un seul mot porte un tel poids. Bon, une fois ce contrat signé, on passe à la suite. Et là, on a le mot « merci ». Et encore une fois, ce n'est pas si simple. Jamais. Le lexique insiste sur les différentes strates. Il y a le « merci tout simple », le « merci beaucoup » qui ajoute une dose de chaleur, et le plus formel « je vous remercie » qui met une distance. Une distance respectueuse, très utile dans un contexte pro, par exemple. Exactement. Mais ce qui est passionnant, c'est la mise en garde de nos lectures sur une expression que tout le monde utilise. Merci d'avance. Ah, alors ça m'a vraiment surprise. Pourquoi ? Ça a l'air poli, non ? En apparence, oui. Mais en réalité, ça sous-entend que la faveur est déjà acquise. D'accord. C'est comme si on disait « Je sais que tu vas dire oui, tu n'as pas le choix, donc je te remercie maintenant pour me débarrasser de la formalité ». Ça prive l'autre de son libre arbitre. De la possibilité de refuser ? Précisément, la gratitude, pour être sincère, doit être une réaction à un acte qui a été fait, pas une manière de forcer la main. C'est d'une subtilité psychologique redoutable. Vu comme ça, c'est vrai que ça a un côté un peu passif-agressif. Je ne te laisse pas le choix, mais merci quand même. C'est noté, j'arrête de l'utiliser dans mes emails. C'est un bon réflexe à prendre. Et pour compléter ce trio de base, on a « s'il vous plaît ». Là aussi, l'analyse va plus loin que la simple traduction de « please ». C'est un outil pour transformer un ordre en requête. Exactement. C'est un modificateur de pouvoir. Prenez une phrase toute simple. « Passe-moi le sel ». C'est un ordre. Brut. Très. « Passe-moi le sel, s'il te plaît », ça devient une demande entre égaux. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est dans la gestion de conflits. L'exemple « Écoute-moi s'il te plaît » est brillant. Ah oui ? Une invitation à la discussion. C'est un interrupteur, quoi. On passe de confrontation à collaboration en une seconde. C'est vrai, ça change tout le ton. Ok, donc avec « bonjour »,« merci » et « s'il vous plaît », on a le kit de survie pour des interactions saines. Le kit de base, oui. Mais bon, on est humain, on fait des erreurs, on bouscule les gens. Que se passe-t-il quand le contrat est rompu ? Involontairement. C'est là que nos sources opposent « excusez-moi » et « pardon ». Oui. Et la distinction est cruciale. Excusez-moi est souvent un mot utilitaire. Il a deux fonctions principales. La première, c'est d'attirer l'attention, de demander la permission d'interrompre. Excusez-moi, vous avez l'heure. On ne s'excuse pas d'une faute, on s'excuse de déranger. D'accord. Et la deuxième ? C'est pour une faute physique, mineure, involontaire. Effleurer quelqu'un dans le métro, par exemple. C'est une reconnaissance polie d'un contact accidentel. Et pardon alors ? Parce que là, j'avoue, j'ai tendance à les utiliser un peu au hasard. C'est très commun. En fait, pardon a une charge émotionnelle plus forte. Il exprime un regret plus sincère pour une faute plus importante. Comme bousculer quelqu'un pour de vrai ? Voilà. Si vous bousculez vraiment quelqu'un, pardon est plus approprié. Si vous avez dit quelque chose de blessant, c'est pardon, pas excusez-moi. Pardon pour ce malentendu reconnaît les responsabilités personnelles. Et puis il y a l'autre usage, bien sûr. Quand on n'a pas compris, pardon ? Exactement. Qui est une demande de répétition. Donc si je résume, excusez-moi, c'est pour l'inconvénient, pardon, c'est pour la faute. C'est une excellente synthèse. Excusez-moi est social, pardon est plus personnel. Ça m'arrive tout le temps dans le métro. Un petit contact, c'est un excusez-moi machinal. Mais si je marche sur le pied de quelqu'un, là c'est un oh pardon vraiment qui sort tout seul. Le choix du mot dit la gravité de l'incident, en fait. Et le degré de responsabilité qu'on accepte. Tout à fait. C'est beaucoup plus clair. Bon, maintenant qu'on sait comment créer le lien et le réparer, il faut pouvoir échanger de l'information.
On en arrive à la section de nos lectures qui m'a semblé la plus basique au début, mais qui cache aussi son jeu. Ah oui, les 4 mousquetaires de l'interrogation. C'est ça. Combien, où, quand et comment. On pourrait croire que c'est une simple liste, mais ce sont les 4 piliers qui nous permettent de cartographier la réalité de l'autre. Sans eux, pas de conversation. Combien, c'est le plus direct. Il quantifie le monde, le prix, la distance, le temps. Combien de temps ça prend? C'est le mot de la mesure. Ensuite, où? Il nous ancre dans l'espace, bien sûr. Où est la gare? Mais ce qui est intéressant, c'est son usage plus abstrait. Où en es-tu dans ton projet? Là, ce n'est plus un lieu, c'est une position sur une ligne de progression. Absolument. C'est une question incroyablement efficace pour faire le point. Et Kant fait la même chose, mais pour le temps. Il structure notre agenda, nos souvenirs, nos attentes. Quand est-ce qu'on se voit? Il ancre l'action dans une chronologie partagée. C'est logique. Mais le plus riche des 4, c'est sans doute comment. Ah oui, comment? Et fascinant. Il ne demande pas quoi, il demande de quelle manière. Comment as-tu fait ça? Il s'intéresse au processus, à la méthode. Et surtout, il y a le fameux comment vas-tu? Et là, on touche à une vraie différence culturelle. Totalement. En anglais, « How are you » est souvent une salutation, un bonjour amélioré qui n'attend pas de réponse. En France, « Comment ça va » est la plupart du temps une vraie question. On s'attend à une réponse, même courte, mais une vraie réponse. Bien, un peu fatigué, ça pourrait aller mieux. C'est ça. Répondre « Comment ça va » à un « Comment ça va », comme en anglais, ça crée un court-circuit social assez comique. Ce mot « comment », il ouvre une fenêtre non pas sur les faits, mais sur l'état, le ressenti de la personne. C'est le plus empathique des 4. On a donc les outils pour se situer, quantifier et comprendre l'état des gens. Il ne manque plus qu'un mot pour boucler la boucle, pour valider l'échange. Et c'est le dernier de notre liste, d'accord? Le grand scelleur d'interaction. Ce petit mot est un véritable couteau suisse de la conversation. Nos sources lui trouvent au moins 3 fonctions distinctes et vitales. La première, la plus évidente, c'est l'approbation. Oui, l'engagement. On se retrouve à 8 heures. D'accord. Le pacte est scellé, c'est le feu vert. Simple et efficace. La deuxième fonction, c'est de solliciter l'approbation. On fait comme ça, d'accord? Ce n'est plus une affirmation, c'est une question qui cherche le consensus. C'est une manière de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ok. Et la troisième? C'est peut-être la plus subtile. Parfois, d'accord ne veut pas dire « je suis d'accord avec toi », mais simplement « j'ai compris ce que tu viens de dire ». Ah, ça c'est un point très important. C'est la différence entre l'accord et l'accusé de réception. C'est exactement ça. Si quelqu'un m'explique un problème et que je réponds « d'accord, je vois », ça ne veut pas dire que j'approuve, mais que j'ai bien reçu l'info. Précisément. Et cette polyvalence fait de d'accord le lubrifiant social par excellence. Il confirme, il questionne, il valide la réception, il évite un nombre incalculable de malentendus. C'est le point final qui stabilise toute la conversation. C'est incroyable. Quand on met tout ça bout à bout, ces 10 mots, ils forment une sorte de chorégraphie invisible. C'est une belle image. Bonjour, ouvre le bal. S'il vous plaît et merci, rythme les échanges. Pardon, corrige un faux pas. Les mots interrogatifs permettent d'explorer la piste. Et d'accord, marque la fin de la danse. Exactement. Ce n'est vraiment pas une liste de vocabulaire, c'est une grammaire complète de l'interaction humaine. Chaque mot est un rouage essentiel. En enlever un seul peut gripper toute la mécanique. C'est exactement ça. Et si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, on pourrait se poser la question que nos lectures ne font qu'effleurer. C'est-à-dire? On a analysé chaque Lego séparément, mais la vraie maîtrise, le génie social, se trouve dans la syntaxe invisible qui les combine. Si bonjour est un contrat, qu'est-ce qu'un ton sec ou un regard fuyant ajoute comme clause en petits caractères? C'est vrai? Comment l'absence d'un s'il vous plaît change radicalement le sens d'une phrase qui, sur le papier, est identique? La prochaine étape, c'est peut-être de comprendre que le silence autour de ces mots, la manière dont ils sont dits, ou surtout leur absence, est un langage tout aussi puissant. Le non-dit est peut-être le 11e mot, le plus important de tous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger un peu au cœur de la machine grammaticale du français. Bonjour. On a un extrait d'un ouvrage de référence,
Mais l'idée, c'est pas du tout de réciter des règles, on va plutôt essayer d'explorer une tension que je trouve fascinante dans cette langue. Ah oui, laquelle? D'un côté, on a une structure presque mathématique, très rigoureuse, et de l'autre, une langue parlée, une amorale, qui est beaucoup plus souple, plus intuitive. Voire rebelle. Voilà. C'est exactement ça. On imagine souvent la grammaire comme un mur de règles, un truc un peu pénible à apprendre. Un peu rébarbatif, oui. Mais en réalité, c'est un champ de bataille passionnant entre cette logique formelle et puis l'efficacité de tous les jours. D'accord. Et comprendre ça, c'est vraiment passer d'un statut où on subit la langue à un statut où on en ressent le pouls. On va voir ça avec 6 points clés. Parfait. Alors, le premier, c'est une véritable signature du français, je trouve. C'est... La négation. La source parle d'une structure qui enveloppe le verbe, un peu comme un sandwich avec le nœud et le pas. C'est ça. Je ne comprends pas, le verbe est au milieu. C'est clair, c'est carré. C'est la structure de base, et elle est d'une cohérence remarquable. Que vous disiez ne plus, ne jamais. Ne vient. Le principe est toujours le même. Le verbe est encadré, il est verrouillé. D'accord. Et historiquement, cette double particule, c'est presque une obsession française pour la précision. Ah oui. Ben oui, là où d'autres langues se contentent d'un seul mot, le français a voulu borner le verbe des deux côtés, comme pour être absolument sûr qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il n'y a aucune échappatoire pour le verbe, en fait. Aucune. Mais c'est là que la tension dont vous parliez, elle entre en jeu. Parce que, dans la rue, personne ne parle comme ça. Ah, ça c'est clair. La source le dit bien, à l'oral, le nœud disparaît quasiment tout le temps. On entend « je comprends pas »,« je sais pas Je veux plus. ». Exactement. Et c'est là que ça devient passionnant. Cet abandon du nœud, c'est la victoire de l'économie du langage sur la rigueur. De l'efficacité, en somme. De l'efficacité, voilà. Le sens reste parfaitement clair sans lui, donc l'usage oral, qui cherche à aller au plus vite, il l'a simplement effacé. C'est comme une cicatrice de l'évolution de la langue. C'est une très bonne image. Le nœud est devenu un peu le fantôme de la structure formelle. Il n'existe presque plus qu'à l'écrit ou dans un discours très, très soutenu. Donc, maîtriser la négation, c'est pas juste apprendre ne pas, c'est savoir jongler entre deux systèmes. Précisément. C'est un code. Si vous utilisez le nœud à l'oral avec des amis, ça peut même sonner un peu snob. Un peu étranger, oui. Voilà. Et à l'inverse, ne pas l'utiliser dans un email professionnel, ça peut donner une impression de laxisme. C'est un marqueur social très fort. Cette idée de langue qui sonne différemment, ça me fait penser à un autre casse-tête, la place de l'adverbe. Ah, le fameux. Surtout avec les temps composés. La règle de base, il conduit mal, bon, ça va. Mais avec le passé composé, Là, ça se complique. oui. Le texte donne 2 exemples. Je l'ai bien compris et je l'ai compris parfaitement. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a une règle dure et ferme ou c'est juste une question d'oreille? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, la règle simplifiée qu'on donne souvent, c'est les adverbes courts entre l'auxiliaire et le participe, les longs après. D'accord, c'est une sorte de béquille pour commencer. C'est ça. Mais la réalité, elle est plus subtile et plus intéressante en fait. Ce n'est pas qu'une question de longueur, c'est aussi une question de sens. C'est-à-dire? Les adverbes qui modifient très directement l'intensité du verbe, comme bien, mal, beaucoup, Trop. trop, voilà, ils sont si proches de l'action qu'ils se collent au bloc verbal. On ne veut pas les séparer. Ils forment une unité de sens. J'ai bien compris. Ah d'accord, je vois. En revanche, ces adverbes cléments, comme parfaitement ou malheureusement, eux, ils ne modifient pas seulement le verbe, ils commentent toute la phrase, toute l'action. C'est un jugement sur le résultat. Exactement. Du coup, ils préfèrent se mettre à la fin pour ne pas interrompre ce noyau verbal. C'est beaucoup plus clair comme ça. Donc finalement, l'oreille dont je parlais, elle suit cette logique sans même qu'on s'en rende compte. Tout à fait. Le conseil de la source, écouter les locuteurs natifs, c'est le meilleur qui soit. C'est en intégrant la musique de la langue qu'on finit par placer l'adverbe au bon endroit, par intuition, pas par règle. Et justement, en écoutant les natifs, il y a un truc qui frappe tout de suite, surtout si on vient d'une langue comme l'espagnol. Ou l'italien. Voilà, c'est notre 3e point, l'omniprésence des pronoms sujets. On dit toujours « je parle »,« tu manges », c'est obligatoire. Pourquoi cette insistance? Alors, la raison, elle est purement phonétique. Et pragmatique. Ah oui. Prenez le verbe « parler » au présent. À l'oral, les formes « je parle »,« tu parles »,« il parle » et « il parle ». Ça se prononce pareil. Exactement. Le son est « parle ». Sans le pronom sujet au début, ce serait le chaos. Impossible de savoir qui fait l'action.
Donc le pronom, c'est le seul marqueur qui nous sauve de l'ambiguïté. Il est indispensable. C'est une béquille à cause de l'érosion des terminaisons à l'oral. D'accord. Et dans ce monde des pronoms, la source pointe du doigt une autre révolution du français parlé, la quasi-disparition de nous au profit de on. Ah oui, L'exemple « on va au cinéma » est tellement plus naturel que « nous allons au cinéma ». Est-ce que nous est en train de disparaître? en voie de disparition très avancée, oui. C'est une évolution sociolinguistique majeure. D'accord. Historiquement, on était un pronom indéfini, quelqu'un, les gens. Mais il est court, il est facile à prononcer, et le verbe qui suit est à la troisième personne du singulier, la forme la plus simple. Et donc il a gagné. Il a cannibalisé l'usage de nous, qui aujourd'hui sonne très formel, presque littéraire à l'oral. C'est, encore une fois, la victoire de l'efficacité. Ce qui nous amène à un autre domaine où le choix des mots trahit tout de suite notre niveau de formalité. Poser une question. Ah, le quatrième pilier. Oui. Et j'ai l'impression que c'est un véritable champ de mine social, non? C'est une excellente image. Le choix de réforme, pour poser une question, c'est comme choisir sa tenue pour une occasion. D'accord. On a la tenue de tous les jours. Simple, efficace. Des coups, c'est l'intonation qui monte. On prend une phrase normale et on lève la voix à la fin. Vous parlez anglais? C'est ce qu'on fait entre amis, en famille. Voilà, c'est la méthode par défaut. Ensuite, il y a la tenue un peu plus habillée, mais qui passe partout. La structure avec « est-ce que ?» Est-ce que vous parlez anglais? Ça fonctionne dans presque toutes les situations, c'est assez neutre. Exactement. C'est le jean chemise de l'interrogation. Et enfin, on a le smoking, la robe de soirée. L'inversion verbe-sujet. Parlez-vous anglais? C'est ça, c'est élégant, c'est très formel, mais c'est totalement déplacé dans une conversation à la machine à café. On aurait l'air un peu Prétentieux. prétentieux ou juste décalé. Et à l'inverse, utiliser la simple intonation dans une lettre de motivation, ce serait perçu comme une négligence. Donc c'est bien plus qu'une question de grammaire, c'est une question de savoir-vivre linguistique. C'est la clé. Ça montre à quel point le français écrit et le français parlé peuvent être deux mondes différents. Parlons maintenant d'un truc plus simple en apparence, mais qui me perturbe encore parfois. C'est notre 5e point noté, la différence entre ici et là. Mhm. Ici, c'est facile, c'est où je suis. Rester ici. Mais là, c'est un mot élastique. C'est une observation très juste. Ça peut vouloir dire juste à côté ou à l'autre bout de la ville. Comment on s'y retrouve? Alors ici, c'est un point fixe. Il est ancré sur la personne qui parle. Pas d'ambiguïté. Là, en revanche, est un terme relatif. Son sens dépend totalement du contexte. D'accord. Si je vous dis « pose ça là » en montrant la table à côté de vous, c'est clair. Mais si vous me demandez où j'habite et que je réponds « j'habite là », avec un geste vague, C'est très flou. Et c'est pour ça qu'on a besoin de là-bas, j'imagine. précisément. Là-bas, c'est l'outil pour lever l'ambiguïté quand là pourrait vouloir dire juste à côté. Là-bas, tire l'élastique au maximum pour indiquer un point vraiment éloigné. C'est une distinction cruciale pour des instructions, par exemple. Absolument. Laisse-le là, sur le bureau, et laisse-le là-bas, au fond du couloir, ce sont deux ordres très différents. On arrive à notre dernier pilier. Et c'est peut-être celui qui montre le mieux comment la grammaire révèle une vision du monde. Je vois où vous voulez en venir. Il s'agit des sensations physiques. La source insiste sur cette structure immuable avec le verbe avoir. J'ai faim, j'ai soif. J'ai froid, j'ai chaud. Qui la traduction mot à mot. Il faut accepter la logique interne du français. Et quelle est cette logique alors? Pourquoi avoir froid et pas être froid? Parce qu'en français, ces états, la faim, le froid, ne sont pas vus comme une partie de votre identité, même temporaire. Ce n'est pas ce que vous êtes. Ah, C'est quelque chose que vous avez, que vous possédez, ou ressentez comme une condition passagère presque extérieure à vous. C'est une nuance philosophique, en fait. et la source donne l'exemple parfait pour saisir cette nuance. C'est la comparaison entre j'ai froid et je suis froid. C'est l'exemple qui illumine tout. J'ai froid, c'est une sensation physique. Mon corps ressent une basse température. C'est passager. Voilà. Je suis froid, c'est une description de caractère. Ça veut dire que je suis distant, sans chaleur humaine, que je manque d'empathie. Le verbe change tout. C'est une erreur qui peut coûter cher socialement, hein. Ah, mais complètement. Je me souviens d'un ami anglophone qui, en plein hiver à Paris, voulait se plaindre du froid. Oui. Au milieu d'un dîner, il a déclaré très sérieusement à tout le monde « Excusez-moi, je suis très froid ». Oh non, le malaise. Le silence qui a suivi, oh, c'était quelque chose.
On a dû lui expliquer gentiment qu'il venait de se décrire comme un sociopathe plutôt que comme quelqu'un qui avait besoin d'un pull. C'est l'exemple parfait. La grammaire n'est pas un code arbitraire, elle façonne vraiment notre façon d'exprimer la réalité. Exactement. Alors, si on fait une petite synthèse, en parcourant ces 6 points, on a vraiment vu cette tension à l'œuvre. Mhm. Souplesse. Elle abandonne le ne, elle préfère on à nous, elle utilise l'intonation pour les questions. C'est ça, c'est un excellent résumé. Et des cas comme l'adverbe ou les expressions avec avoir nous montrent que chaque langue a sa propre logique interne. Parfois, il faut juste écouter, ressentir et accepter. Il faut voir ça comme des outils, pas des obstacles. Exactement. Des outils incroyablement précis pour exprimer des nuances fines sur le monde et sur soi-même. En somme, comprendre ces fondations, c'est la clé pour parler un français non seulement correct, mais aussi vivant, authentique. Et pour conclure, on aime toujours laisser une pensée à méditer. Allons-y. On m'a vu comment le choix entre avoir et être peut complètement transformer la perception d'une sensation aussi simple que le froid. Alors, voilà la question pour la suite. Si la structure d'une langue influence à ce point notre façon de décrire nos états physiques, dans quelle mesure pourrait-elle façonner notre perception de concepts bien plus abstraits, comme le temps, la responsabilité ou même le bonheur ? Bonjour Sam. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qu'on utilise tous les jours sans même y penser, les mots les plus simples de la langue française. On a mis la main sur un extrait super intéressant d'un texte qui s'appelle « L'architecture sociale du vocabulaire français quotidien C'est un titre qui promet, hein. ». Ah oui, On a l'impression de connaître ces mots par cœur, mais en fait, ce texte nous propose de chausser des lunettes d'architecte pour voir comment ces petites briques, elles construisent des édifices sociaux hyper complexes. c'est exactement ça notre mission. Comprendre comment des mots comme « bonjour »,« merci » ou « d'accord » sont beaucoup plus que de simples outils. C'est le code source de nos interactions. Voilà, ça révèle des tas de choses sur notre culture. Alors, prête à explorer les fondations de notre quotidien ? Allons-y. Et on va voir que derrière ces automatismes, il y a une logique sociale et culturelle d'une profondeur qu'on soupçonne pas du tout. Alors, commençons par le plus évident, le mot qui ouvre presque toutes nos conversations. Bonjour. On le dit sans réfléchir, mais le texte souligne que sa composition littérale, bon et jour, est complètement dépassée par sa fonction. C'est le point de départ parfait. C'est ce que l'analyse appelle la primauté de l'utilité sociale sur la précision temporelle. C'est-à-dire que la langue se fiche un peu de savoir s'il est 14 heures ou 16 heures. Exactement. Ce qui compte, c'est de créer le contact. Bonjour, c'est une salutation universelle qui fonctionne du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Après, bonsoir prend le relais, mais la frontière est un peu floue. C'est vrai que, contrairement à l'anglais et son good afternoon, on n'a pas de bon après-midi pour saluer. On s'accroche à notre bonjour. Mais est-ce que cette utilisation quasi mécanique, automatique, ne vide pas le mot de son sens ? Des fois, on lance un bonjour dans un magasin sans même regarder la personne. L'acte de reconnaissance, il est toujours là ? C'est une excellente question. Et le texte y répond en parlant de rituel multimodal. Multimodèle ? Ouais. Le mot, même lancé à la volée, c'est qu'une partie de l'équation. Il est presque toujours accompagné, même inconsciemment, d'une petite élévation du ton et d'un contact visuel, même s'il est très bref. C'est cet ensemble qui constitue l'acte de reconnaissance. En disant bonjour, même distraitement, on envoie un signal qui dit « Je vous vois, je reconnais votre présence ». Et ne pas le faire, c'est une rupture de ce contrat ? C'est presque un acte d'agression passif. Oui, un bonjour marmonné, c'est toujours mieux que le silence. C'est le minimum syndical de la reconnaissance sociale, quoi. Ça me fait penser à l'autre pilier, merci. Là, son histoire est encore plus surprenante. Le texte nous apprend que son origine latine, merces, ça voulait dire salaire. Un salaire ou une récompense. Mais c'est fou. Comment on passe d'une transaction commerciale à un mot de gratitude ? C'est toute la magie de l'évolution des langues. Le mot a glissé sémantiquement. En ancien français, merci a pris le sens de grâce, de faveur. Mais cette origine économique a laissé une trace profonde. C'est pour ça que, comme le dit l'analyse, merci implique encore aujourd'hui une sorte de reconnaissance de dette symbolique. Attends, ça veut dire que quand je dis merci au boulanger pour ma baguette, je suis en train de régler une sorte de dette symbolique en plus de mes 2 €? C'est exactement ça l'idée. C'est incroyable de penser qu'il y a cette transaction invisible cachée dans un mot aussi simple. Vous avez reçu un bien, un service, donc un déséquilibre a été créé.
Merci, c'est l'acte verbal qui vient rétablir l'équilibre. Et ce qui est fascinant, c'est que sa force est hyper modulable. C'est un vrai thermostat social. Ah oui, le texte détaille bien ça. Un simple merci, c'est neutre, poli, mais dès qu'on y ajoute un mot, tout change. Merci bien, par exemple. Merci bien, c'est un chant de mine. J'ai mis du temps à comprendre que, selon le ton, ça pouvait être tout sauf gentil. Précisément. Merci bien, dit avec un sourire, c'est un peu plus chaleureux. Mais dit dans ton sec, ça devient ironique. C'est une façon de dire non merci ou de clore la conversation. C'est presque un licenciement verbal. Et à l'opposé, on a 1000 merci. Voilà, une hyperbole qui amplifie la chaleur, réservée aux situations où la gratitude est vraiment forte. Chaque variation ajuste finement le curseur de la relation. C'est fascinant. Donc, merci vient clore une interaction, rétablir un équilibre. Mais de l'autre côté, quand on demande quelque chose, ça nous amène directement à « s'il vous plaît ». Le texte insiste sur sa structure conditionnelle. Littéralement, « s'il plaît à vous ». C'est d'une humilité assez frappante, non? Cette humilité linguistique, elle est centrale. Et c'est une caractéristique forte des rapports sociaux en France. La formule reconnaît explicitement que votre requête, elle dépend du bon vouloir de l'autre. On ne présume pas de son accord. Non, on soumet une possibilité à son approbation. On lui laisse le pouvoir de refuser. Et quand on l'oublie, on le sent tout de suite. L'exemple du texte est parfait. Un café, ça sonne comme un ordre. Alors que un café, s'il vous plaît, ça transforme l'ordre en interaction civilisée. On passe d'une transaction à une relation sociale, même éphémère. C'est la différence entre exiger et demander. Et l'analyse souligne d'ailleurs le contraste avec d'autres cultures où une demande plus directe peut être vue comme plus efficace et pas forcément comme impolie. C'est intéressant parce qu'on pourrait voir ça comme une forme d'inefficacité, non? Une sorte de rembourrage verbal qui alourdit les interactions. Est-ce que cette formule n'est pas parfois un obstacle à la clarté? C'est un point de vue pertinent. Mais dans la logique culturelle française, le maintien de la qualité de la relation prime souvent sur l'efficacité pure. Omettre le « s'il vous plaît », c'est risquer de créer une friction qui, au final, sera bien plus coûteuse en temps et en énergie. C'est une assurance relationnelle. J'aime bien cette image, ouais. C'est ça. Et une fois que la demande est faite, la réponse arrive, souvent avec un simple « d'accord ». Le texte en fait un vrai baromètre relationnel. On croit que c'est un simple « oui », mais c'est bien plus complexe. Sa plasticité est remarquable. Ça vient de bon accord qui a été poncé par l'usage. Mais cette simplification, en fait, elle a augmenté sa richesse. Aujourd'hui, son sens dépend presque entièrement de l'intonation. Donnons quelques exemples. Il y a d'abord l'usage en fin de phrase, en question. On se retrouve à 18h, d'accord? Exactement. Là, il sert plus à donner son propre accord, mais à le solliciter. C'est un outil pour vérifier le consensus. Puis il y a la réponse simple, neutre. D'accord. L'adhésion. Voilà, le consentement pur. Mais là où ça devient vraiment psychologique, c'est avec la répétition. Ah, le fameux d'accord, d'accord. Ça me rappelle une fois où j'ai entendu quelqu'un dire ça au téléphone. Sans voir son visage, juste au ton las et à la répétition, je savais qu'il n'était pas du tout d'accord. C'est un exemple parfait. Il voulait juste que ça se termine. C'est fou qu'un mot puisse signifier son parfait contraire. Cette répétition, selon l'intonation, elle peut exprimer l'agacement, la résignation ou même le doute. C'est un mot qui porte une charge émotionnelle énorme sous une apparence toute simple. Passons à des mots encore plus fondamentaux, qui qualifient presque tout. Bien et mal. On pourrait croire qu'ils sont purement descriptifs, mais l'analyse montre qu'ils sont d'une polyvalence incroyable. En effet, le texte les décrit comme des opérateurs sémantiques. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est assez simple. Donc un opérateur sémantique, si je comprends bien, c'est une sorte de couteau suisse linguistique? C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Le mot n'a pas un sens très fixe, mais on peut le coller sur un autre mot pour en changer la force. C'est ça. Prenez bien, ça peut qualifier une action. Elle parle bien. Marquer une confirmation, c'est bien ça? Ou, et ça c'est très français, servir d'intensificateur. Je suis bien content, c'est bien meilleur. Il n'ajoute pas de sens, il augmente le volume. Et pour son contraire, mal, le texte va encore plus loin. C'est pas juste le négatif de bien. Non. Et c'est là qu'on touche à une conception culturelle plus profonde, d'après l'analyse. Le mot « mal » s'étend bien au-delà de la compétence ratée. Il s'applique à l'état physique. J'ai mal à la tête, je me sens mal. Et il s'applique de manière tout aussi naturelle à l'état psychologique. Oui, il a mal pris ma remarque, j'ai mal au cœur de le voir comme ça. Ce pont entre le physique et le psychologique est vraiment intéressant.
On utilise le même mot pour une migraine et pour une vexation. La langue elle-même ne fait pas une distinction si nette. C'est le point clé, cette extension sémantique du corps à l'esprit suggère une vision assez holistique du bien-être, qui serait ancrée dans la culture francophone. Le mal-être, il n'est pas compartimenté. Une douleur morale peut être décrite avec le même mot qu'une douleur physique. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les langues. La langue nous dit que ces deux sphères de l'expérience sont intimement liées. On termine notre exploration avec les outils ultimes, les mots interrogatifs. Où, quand, comment. On les voit comme de simples outils pour avoir une info, mais le texte suggère que c'est bien plus. Beaucoup plus. C'est peut-être l'idée la plus vertigineuse du texte. Il avance que ces mots, en fait, ils ne sont pas seulement des outils de communication. Ils structurent notre cognition, notre façon de penser. Ah oui, carrément. Chaque mot est une sorte de projecteur qui oriente notre attention vers une dimension de la réalité. L'espace avec où, le temps avec quand, la manière avec comment. C'est une idée énorme en fait. Ça veut dire que les questions qu'on pose définissent déjà le cadre de la réponse. En choisissant de demander où, point, on décide que la localisation est l'info la plus importante. Exactement. Et ça soulève une question profonde. Dans quelle mesure ces mots, qu'on apprend tout petit, façonnent notre perception du monde? Quand un enfant apprend à demander « où », point, il apprend pas seulement un mot, il apprend à découper le monde en lieux. Et quand il maîtrise comment, point, il intègre la capacité de penser en termes de processus. C'est ça. Ce qui explique pourquoi le texte dit que leur apprentissage est un accélérateur d'intégration. Ce n'est pas juste du vocabulaire. C'est intégrer une grille de lecture du monde. Précisément. C'est apprendre à poser les questions que cette culture juge pertinentes. C'est un formatage cognitif, autant qu'un apprentissage linguistique. Alors, après ce voyage au cœur de notre vocabulaire, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pour moi, l'idée principale, c'est que les mots qu'on utilise machinalement sont en fait des contrats sociaux, des thermostats émotionnels. Et des cadres pour notre pensée. Oui, voilà. Chaque bonjour, chaque s'il vous plaît, c'est une pièce de cette immense architecture sociale qui nous entoure. Exactement. La conclusion de l'analyse est très claire. La langue n'est pas un simple miroir passif de la réalité sociale. Elle la construit. Elle la construit activement, ouais. Jour après jour, mot après mot. Ces expressions, ces adverbes, ils sont pas anodins. Ils sont le ciment de nos interactions. Ils huilent les rouages, ils gèrent les relations, et ils nous permettent de naviguer ensemble sans nous rentrer dedans en permanence. Et pour finir, on pourrait peut-être laisser une dernière réflexion qui prolonge un peu le texte. Toute cette analyse, elle se concentre sur l'usage de ces mots entre locuteurs natifs. Mais que se passe-t-il quand une personne non native apprend et utilise ces mots? Est-ce qu'elle adopte l'outil avec toutes ses règles cachées, cette dette du merci, l'humilité du « s'il vous plaît » Ou est-ce qu'elle amène sa propre interprétation culturelle? Voilà. Est-ce qu'elle crée une nouvelle dimension de sens dans l'échange? C'est une question qui reste ouverte.